Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. On va voyager un petit peu aujourd'hui. Je suis très content de recevoir Coco. Bonjour Coco. Bonjour Brieux. Je suis très content de t'avoir puisqu'en fait ça fait quelques années qu'on fait des visios ensemble et en 2 jours de temps on s'est vu 2 fois en vrai, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ce que tu fais dans la vie parce que c'est un sujet que je trouve assez passionnant et que pour moi, n'est pas assez discuté et ô combien crucial au niveau mondial, je dirais. Et donc, tu vas pouvoir nous présenter tout ça pendant cet entretien ensemble. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, merci pour l'invitation. C'est chouette de parler de notre sujet. Donc, je suis Coco Tamlin, je suis directrice de l'association Coral Guardian. Je suis anglaise, mais j'ai vécu toute ma vie en France, dans le Lot. Ah bah tu vois, je découvre que tu es anglaise, c'est incroyable. Ok, parfait. Et je suis anglaise parce que ma famille vient du Kenya, en fait. Donc, j'ai vécu une bonne partie de mon enfance au Kenya, près de la mer, avoir des écosystèmes sous l'eau. Et aussi partager avec le Lot ou en pleine nature, dans une maison sans voisins. Voilà. Donc ensuite. Mais alors attends, juste pour le Kenya, tu as fait combien d'années là-bas? J'ai fait pendant 6 ans, on y allait quasiment la moitié de l'année tous les ans. D'accord. Pour aller à l'école là-bas. Ma maison en Lot était en construction, donc on n'avait pas de temps D'accord. pendant longtemps. Donc on profitait pour vivre au Kenya. Et voilà, j'y allais là. Une autre époque. Une autre époque, oui. Ok. Voilà. Et puis ensuite, donc pour renouer avec mon côté, mes origines anglaises, j'ai décidé d'aller faire mes études au Royaume-Uni, donc en Écosse et en Angleterre. Et j'ai aussi beaucoup voyagé pendant ces années, parce qu'au Royaume-Uni, on a très peu de mois d'études et après beaucoup de mois de temps libre. Ouais. Donc j'ai pu à la fois travailler et voyager. C'est là que j'ai participé à plusieurs projets écologiques et où je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est projet qui puisse impliquer l'humain dans un projet qui leur soit utile à la fois économiquement, mais aussi pour leurs moyens de vie et d'avoir une vie plus saine pour eux, mais aussi pour de vivre en meilleure harmonie avec la nature. Et justement, sur tes études, c'était quoi le parcours? Oui, donc au début, j'ai commencé avec des études d'histoire de l'art pendant 4 ans. Ça m'a permis de vivre une année à Séville, dans le sud de l'Espagne, pour étudier l'art là-bas, l'architecture aussi. Et ensuite, c'était plutôt au travers de mes voyages que je me suis plus rapprochée à l'écologie. Et c'est là où c'est chouette aussi, c'est qu'au Royaume-Uni, il y a plus de flexibilité de changer d'études. Donc entre ma licence et mon master, j'ai changé. Mon master, je l'ai fait à Londres et j'ai fait un master en environnement politique et développement. Donc rien à voir avec l'histoire de l'art, mais en même temps, on peut trouver des connexions des fois. Et voilà, donc c'est ce master-là qui m'a donné pas mal d'outils d'analyse, de critique pour aller choisir les projets qui m'intéressaient le plus et qui, pour moi, enfin selon ce que j'avais appris, avaient le plus d'impact. Et d'où aussi toujours à renforcer cette idée que l'humain a vraiment un rôle à jouer pour protéger la nature et pour vivre en meilleure harmonie avec elle. Et c'est là que j'ai atterri à Paris, un peu par hasard, et que je me suis lancée avec Coral Guardian. Ah oui, c'était assez C'était rapide. Vraiment juste après mon master. Ouais. Ok, pareil, parfait. On va y revenir, mais avant justement de parler de Coral Guardian, est-ce que tu peux nous faire un panorama, même si malheureusement il va pas être très reluisant, de la situation des coraux à l'échelle mondiale? Oui, alors la situation des coraux. Déjà, le corail, c'est un animal. Oui, tout à fait. On peut repartir par l'essentiel. Ouais, tout à fait. Tu fais bien. Qu'on connaît très mal et très peu, surtout en vivant en France métropolitaine, par exemple. C'est vrai que c'est un corail, un animal qui nous paraît très loin de notre quotidien et pourtant ils sont partout. On en a sur la côte bretonne, on en a donc en Atlantique, en Méditerranée. Ils sont dans toutes les mers et océans du monde.
en Antarctique. Ils sont vraiment présents partout. Et en plus, ils abritent un quart de toute la vie de nos mers et océans. Donc, ils ont une valeur, mais vraiment inestimable pour notre planète, mais aussi pour nous. Parce que du coup, on en dépend selon où on vit, plus ou moins directement, pour des ressources alimentaires, pour la protection des côtes. Et malheureusement, ils sont extrêmement menacés. C'est des écosystèmes là, aujourd'hui, malheureusement, on est en train de vivre le 4e épisode de blanchissement massif depuis les années 90. Donc là, enfin vraiment, il est en train d'atteindre plus de 50 pays, c'est énorme et drastique. Après, c'est du blanchissement, donc c'est le corail quand il est stressé, il rejette son algue qui lui donne sa couleur, donc il devient blanc. Et quand il est stressé, il peut finir par mourir, mais il peut aussi récupérer. C'est juste que c'est des événements qui sont stressants parce qu'on se dit que quand c'est massif, il y a une possibilité que les coraux meurent de façon massive. Donc ces épisodes de blanchissement, est-ce que tu peux nous donner les causes supposées, parce qu'elles sont peut-être même pas toutes complètement établies. Oui, c'est surtout lié, donc selon les scientifiques, ce serait surtout lié au réchauffement des eaux, donc lié au changement climatique. Donc avec l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, les océans en absorbent une énorme quantité et finissent par se réchauffer. Et le corail, quand l'eau change de température, soit avec une hausse de température soudaine ou une baisse de température soudaine, ça peut être dans les deux sens, le corail stresse parce qu'il n'est pas habitué et du coup un peu comme nous avec un système immunitaire, son système immunitaire est sollicité et il pense que c'est son algue, donc il rejette son algue qu'il peut finir par retrouver, mais il peut finir par en mourir. Donc c'est surtout lié à la hausse de température des eaux, mais ça peut aussi être dû à l'acidification des océans, aussi lié au changement climatique, un peu moins étudié, mais tout aussi conséquent. Et malheureusement, les coraux ne sont pas que affectés par ces phénomènes globaux. Il y a aussi beaucoup de problématiques locales qui viennent les affecter et justement baisser leur système immunitaire qui les empêche du coup de faire face à ces changements. Donc on a par exemple la pollution plastique, pas forcément la pollution plastique qu'on imagine, les bouteilles flottantes, qu'on voit, ouais, tout à fait, pollution flottante, mais les microplastiques, donc tous les petits plastiques qui peuvent finir dans l'océan quand on lave ses vêtements, etc., et que les coraux peuvent ingérer. Aussi la pollution très lourde, donc par exemple en Méditerranée, il y a un gros problème de pollution lié à du matériel de pêche abandonné, donc des filets fantômes qui sont gigantesques, des fois des centaines de mètres, de filets lourds qui se retrouvent sur les fonds marins et avec les courants finissent par casser les coraux ou les enfouir dans le sol. Voilà, donc c'est toutes ces choses, après la surpêche, les techniques de pêche qui sont destructrices aussi, toutes ces choses, ces problématiques qu'on appelle nous des problématiques plus locales peuvent affaiblir les coraux et donc ils ont beaucoup moins de chances de pouvoir faire face, récupérer leurs algues justement quand ils sont stressés par un blanchissement. Voilà. Donc la situation des coraux, pour répondre à ta question, c'est que ces dernières 40-50 années, on en a perdu quasiment la moitié de tous les coraux du monde. Et les scientifiques estiment que d'ici 2050, donc dans 30 ans seulement, on risque d'en perdre la quasi-totalité. Donc si on atteint 2 degrés de hausse de température sur la planète, on pourrait en perdre 99%. Donc c'est juste énorme et il y a une réelle urgence à faire face à ces problématiques. Les problématiques globales sont difficiles à adresser à notre petite échelle. Bien sûr. Mais les problématiques locales pourraient au moins être adressées pour pouvoir, de façon urgente, pour permettre aux coraux d'avoir un meilleur système immunitaire et de pouvoir être plus résilients face à des changements globaux. Tout à fait. Et je me permets de rappeler que, et c'est d'ailleurs très bien expliqué sur votre site, que le corail abrite 25% de la biodiversité marine. C'est ça. C'est vraiment 25% de toute la vie de nos mers et océans qui dépend des récifs coralliens. Et encore ce chiffre, il parle que des récifs coralliens tropicaux. Donc les récifs coralliens qui me paraissent très loin,
qui sont liés à des plages paradisiaques, les coraux d'eau froide qui sont du coup présents à des profondeurs plus extrêmes, jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Ah oui, d'accord. Donc c'est 3 fois la taille de la Tour Eiffel, enfin c'est vraiment gigantesque. Et eux, on les connaît très peu. Et pourtant, c'est eux qui sont présents dans toutes nos mers et océans. Les récifs tropicaux, ils couvrent 0,1% de la surface des océans. Donc ils abritent un quart de la vie, mais couvrent que 0,1% de la surface. Donc c'est... En termes de proportion, c'est en fou. termes de proportion, c'est dingue. Mais par contre, les coraux d'eau froide, eux, sont présents en plus grande quantité. Enfin, vraiment, ils sont présents, mais comme je te disais, en Antarctique, on en a sur la côte bretonne, au Croisic. Enfin, il y en a dans le Méditerranée, il y en a partout. Mais on les connaît très peu. On connaît très peu leur valeur, qui doit être tout aussi inestimable. Voilà, écosystémique doit être incroyable. Et pourtant, sont aussi affectés malheureusement de plus en plus parce que vu qu'ils ont été plus ou moins sauvegardés en étant à des profondeurs plus extrêmes, mais quand même affectés par le chalut, la pêche au chalut. En Norvège, il y a un récif qui a été vraiment totalement détruit par la pêche au chalut. Et par la pollution, bien sûr, mais ils sont moins affectés par la hausse des températures de l'eau, par exemple. Mais de plus en plus, on le voit en Méditerranée, on l'a vu l'été dernier, il y a eu une canicule. Les gorgones, des coraux magnifiques, ont beaucoup souffert de la hausse des températures et pourtant à des profondeurs de entre 30, 50 mètres de profondeur des fois. Ouais, donc c'est inquiétant. Ouais, effectivement. Et justement, alors on va peut-être pas s'attarder trop longtemps sur cet état des lieux parce qu'encore une fois, votre site Coral Garden est très bien fait et il rappelle bien tous ces éléments. Ce qui va me sembler important, c'est maintenant que tu nous présentes bien Coral Garden, l'historique et puis surtout qu'est-ce que vous proposez justement à votre échelle, comme tu l'as bien dit, pour justement faire face à ce phénomène mondial évidemment. Oui. Donc chez Coral Garden, on est une association française qui existe depuis 2012 et on a pour mission de restaurer ces récifs coralliens, de les protéger en travaillant main dans la main avec les communautés côtières qui en dépendent directement. Donc on a nous comme j'ai dit dans le contexte, on vise surtout les problématiques locales pour les amoindrir au maximum pour que les coraux soient plus résilients. Donc on a par exemple un projet en Indonésie où un récif avait été totalement détruit à la pêche à la dynamite et pour faire face à cette destruction qui ne permet pas, même les coraux qui avaient survécu ne pouvaient pas se fixer sur le sol, ils n'avaient pas un sol solide sur lequel grandir, c'était de la poussière. Donc on a travaillé en collaboration avec un village de pêcheurs qui s'appelle Seraya Bessar. Et dès le début du projet, on a employé 8 personnes de ce village pour prendre ce projet en main, se l'approprier. Le projet, en soi, eux étaient déjà conscients du problème. Ils devaient pêcher de plus en plus loin. C'était de plus en plus dangereux pour eux d'alimenter leur famille, de pouvoir vendre aussi du poisson pour leurs revenus économiques. Le projet visait donc déjà à protéger la zone pour qu'il n'y ait plus de pêche du tout. C'est une toute petite zone, on parle de 1,2 hectares, c'est environ 2 terrains de foot. C'est très petit en termes d'aire marine protégée. Mais important pour que la biodiversité puisse revenir. Et ensuite, on a utilisé une technique de grilles métalliques, donc des grilles solides sur lesquelles on pouvait fixer les coraux qu'on avait trouvés dans la zone, pour qu'ils puissent avoir une croissance rapide. Et la croissance est extrêmement rapide, les résultats sont impressionnants. En 4 ans, on a 5 fois plus d'espèces sur la zone. On a transplanté plus de 60 000 coraux mais ce qui est important, c'est surtout leur taux de survie, qui est à plus de 80%, sur plusieurs années, sur ces 4 années, justement. Et je vais te laisser reprendre ton souffle, mais surtout ce qui est fou, alors déjà c'est la capacité, encore une fois, de régénération du vivant qui est juste extraordinaire parce que, comme tu l'as évoqué, les chiffres sont là, c'est juste qu'on permet aux conditions, aux forces de vie de reprendre leur envol, ça se fait très bien, ça c'est déjà assez extraordinaire, je trouve qu'il faut le rappeler à chaque fois. Et puis
puis autre élément assez incroyable, c'est quand j'avais rencontré Guillaume pour la première fois, je crois que c'était en 2016, et donc Guillaume et Martin qui sont les cofondateurs de Coral Guardian, j'avais dit mais comment ça se passe quoi pour remettre, enfin transplanter des coraux, et je trouve que, enfin tu l'as un petit peu rapidement mentionné, mais n'hésite pas à t'arrêter dessus parce que je trouve que ça paraît tout bête, mais quand justement le corail nous apparaît si lointain, on n'a pas idée de comment ça peut se passer. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc la transplantation d'un corail, en fait, c'est comme du bouturage. On sélectionne des coraux qui ont survécu sur la zone et on va les placer, les attacher sur des grilles pour qu'ils puissent avoir un substrat solide sur lequel grandir. Et c'est aussi simple que ça. Après, bien sûr, il y a beaucoup de considérations à prendre en compte. Faut pas les sortir de l'eau, faut les stresser vu qu'ils sont très sensibles. Il faut les stresser le moins possible, pas trop les manipuler, les garder à la profondeur à laquelle on les a trouvés. Donc tout est calculé, mais en soi, ce que tu disais est vrai. Enfin, un écosystème, il peut se régénérer tout seul. Il a pas besoin de nous. Mais là, dans certains contextes, c'est important de leur donner un coup de main. Un récif dynamité, c'est juste, c'est très très dur pour que l'écosystème se régénère seul. Donc voilà, la rapidité aussi, c'est dû au travail de notre équipe sur place, d'avoir des résultats en 4 ans. Comme ça, avec on a aussi eu 30 fois plus de poissons. Donc en termes de quantité et de qualité, l'impact aussi sur la communauté a été très visible. Donc au travers d'un simple bouturage, on peut dire, cette communauté de pêcheurs, donc d'environ 600 habitants, a pu pêcher autour de la zone. Donc on a vu que se sont rapprochés de plus en plus pour les zones de pêche de l'aire marine protégée au fil des années. Et aussi, on peut pêcher des poissons de meilleure qualité. Donc, certains poissons d'un certain poids ou d'une certaine espèce vont être plus intéressants à vendre ou à consommer. Et donc, on a suivi aussi ces habitudes au fil des ans. De grandir plus, voilà. etc. Ouais. Donc, leur qualité de vie a vraiment été aussi améliorée au travers du projet, ce qui permet au projet de leur appartenir aussi. Ils sentent que ces résultats leur sont bénéfiques, que c'est des membres de leur village qui produisent ces résultats. Donc ça crée un écosystème où l'humain en fait partie aussi. En fait, on n'est pas là juste pour planter du corail. Et justement, c'est pour ça que j'évite ce nombre de 60 000 coraux transplantés. C'est le plus gros chiffre, mais en soi, c'est pas le plus important. C'est vraiment les autres chiffres de qualité de vie des gens qui vivent aux alentours et le retour de biodiversité qui est important. Au travers d'un simple bouturage de corail, on a des tortues, des requins à pointe noire, on a beaucoup de biodiversité qui revient. Notre équipe a même vu un dugong l'été dernier. C'est un animal qui est menacé d'extinction dans certaines régions du monde. Ouais. Donc c'est vraiment ça donne espoir, quoi. Ouais, tout à fait. Et ça, je recommande à chacun et chacune de s'abonner d'ailleurs à la newsletter de Coral Guardian, parce que tous les mois, on a justement ce genre de petites nouvelles ou des très belles photos du terrain, et ça, c'est assez enthousiasmant. Et justement, alors le projet dont tu as parlé, c'est un projet qui est toujours en cours, ou c'est un projet toujours en cours. Donc celui-là, vous l'avez initié en 2015. Il est toujours en cours parce que malheureusement, on n'a pas encore fini de restaurer la zone dynamitée. Mais on n'en est pas très loin. Et donc maintenant, l'idée, ça va être pour notre équipe qui est maintenant formée à cette technique, qui connaît aussi, qui s'est sensibilisée, parce c'est une zone très touristique, donc on a des touristes qui arrivent sur l'île. Il faut leur expliquer comment ne pas affecter les coraux en les visitant. Donc il y a plusieurs pratiques qu'on encourage, déjà de ne pas les toucher. On a tendance à vouloir les manipuler. En plus, certains coraux, on voit vraiment leurs tentacules, donc ça donne envie. Il y en a qui sont solides, mais effectivement, il y en a qui le sont moins. Donc, ne surtout pas les toucher. Aussi faire attention à ce qu'on porte. Donc, plutôt se couvrir avec une combinaison plutôt que de mettre des couches de crème solaire ou de n'importe quel cosmétique. D'ailleurs, la cosmétique, ça peut affecter les coraux qui peuvent finir par l'ingérer. Ça peut les stresser, même causer du blanchissement et leur mort. Donc c'est vraiment grave. Donc la crème solaire, donc bien sûr c'est un sujet de santé publique. Donc des fois on est obligé d'en mettre pour se protéger la peau, mais on conseille toujours d'en mettre
au moins 15 minutes avant de rentrer dans l'eau pour qu'elle puisse bien s'imprégner dans la peau et pas se retrouver à flotter sur la surface et à se décomposer dans l'eau de mer. Et voilà, et puis surtout, bien sûr, faire attention à ses déchets, mais ça, c'est des pratiques qu'il faut faire au quotidien, n'importe où. Voilà, donc il y a ce côté sensibilisation, et donc je disais, l'équipe est bien formée à tous ces sujets. Donc l'idée maintenant, c'est qu'elle puisse former d'autres personnes qui ont des zones détruites par des coraux, et que notre équipe puisse aller les soutenir, les accompagner, les former, et étendre notre méthode qui fonctionne bien dans des zones qui en ont besoin. Donc là, dans ce cas-là, ce serait Indonésie. Mais bien sûr, on a aussi des projets dans d'autres pays. Oui, je te laisse dérouler. J'aurais plein de questions à te poser encore après, mais continue. Celui qui est venu chronologiquement après celui de l'Indonésie, c'était notre projet dans le sud de l'Espagne, en Méditerranée. Donc là, problématique totalement différente. C'est justement une problématique de matériel de pêche abandonné. Donc on a des filets de pêche, mais pas que. Il y a des pneus, en fait beaucoup de matériel lourd qui se retrouve à 30-40 mètres de profondeur. Donc c'est des plongées beaucoup plus techniques. Très peu de gens les voient. Pourtant magnifique, c'est des jardins. L'équipe locale l'appelle ça comme ça, c'est leur jardin de corail. C'est magnifique, c'est des coraux qui sont sur des surfaces étendues et qui sont en plus vraiment magnifiques. Ils ont leurs tentacules se voient, ils chassent tout le temps parce qu'il y a des forts courants. Donc ils chassent pour. C'est ceux qui sont orange à l'extérieur, avec des tentacules blancs. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Ça, c'est beau. Ouais. Donc corail chandelier. Très peu connu, et en fait c'est un corail qui se retrouve normalement à 100 mètres de profondeur, donc beaucoup plus profond. Mais là, vu les conditions exceptionnelles de la zone, il y a beaucoup de courants, donc beaucoup d'aliments et pour eux, et c'est assez frais. Et donc ils se retrouvent là à 30-40 mètres de profondeur et très affectés par cette pollution. Donc on voit dans nos photos, mais c'est le corail complètement enchevêtré dans un filet qui finit par l'étouffer ou se retrouver écrasé dans le sol, donc aucune chance de survie. Et cette problématique, on l'adresse parce que c'est souvent des accidents, des filets abandonnés en mer par erreur et qui se retrouvent sur le fond marin. Donc l'idée, c'est aussi de collaborer avec les pêcheurs, de comprendre leur quotidien, savoir comment on pourrait prévenir ces accidents, ou quand l'accident a lieu, comment nos équipes pourraient agir plus rapidement avant que ça n'ait un impact sur l'écosystème. Donc plusieurs étapes à ce projet. Déjà, on doit retirer toute la pollution très lourde. Et ce projet, est-ce que celui-là, il a été initié en 2019? 2020. 2020. Ouais. Okay. Oui. 2020. Donc oui, ça va faire 4 ans. Donc je te laisse reprendre différentes étapes. Est-ce que je t'ai coupé? Donc différentes étapes. On retire toute cette pollution très lourde du fond marin. On le trie dans le port. Et maintenant, on essaye de voir aussi avec une entreprise pour valoriser cette pollution et en faire des meubles. Donc ça, c'est une étape en cours. Mais donc, l'étape de dépollution, et ensuite les coraux qui sont retrouvés. Alors, excuse-moi, juste pour rester sur cette étape de dépollution, ce qui est intéressant, c'est que tu as parlé de votre équipe, donc l'équipe de Coral Sol, qui est basée en Espagne. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est génial, et c'est aussi, je pense que tous ceux qui nous écoutent l'auront compris, c'est qu'il y a une vraie démarche participative, c'est-à-dire que là, vous allez impliquer, par exemple, tous les clubs de plongée dans la démarche. Enfin, c'est juste un exemple. Exactement. Mais... Oui, c'est vrai. Et j'en ai pas assez parlé, mais c'est vrai que c'est notre modèle, c'est d'impliquer le plus d'acteurs locaux. Donc en Indonésie, c'était en grande majorité une communauté de pêcheurs, mais pas que. On a aussi travaillé avec des centres de plongée, avec des agences de tourisme, enfin dans des écoles. L'idée, c'est vraiment de toucher à tous les différents acteurs à différentes échelles, le gouvernement entre autres. Et en Espagne, oui, donc on accompagne l'association Coral Sol localement, qui est dirigée par Marina, qui est une personne avec une énergie dingue. Elle rayonne, cette personne, elle est absolument incroyable. Et c'est prouvé par son armée de bénévoles. Donc elle a une 50aine de bénévoles qui la suivent dans ses actions de restauration. Ils ont tous des profils plus différents les uns que les autres. Il y en a un, il est pilote d'avion,
l'autre il est photographe, il y en a beaucoup qui sont profs de plongée, artistes, enfin il y a vraiment beaucoup de gens, mais ils ont un passe-temps commun qui est la plongée technique. Donc la plongée profonde en recycleur. Ouais, parce que comme tu l'as évoqué, les 30-40 mètres de ces fameux coraux, c'est pas accessible à tout le monde. Non, c'est pas accessible à tout le monde. Mais moi, je peux pas y aller. Hein. Donc, ouais, c'est des plongées techniques, c'est des plongées qui sont pas faciles. Il y a beaucoup de courants. Parfois, il y a des histoires de l'équipe qui s'accroche aux roches pour essayer de sortir ouais, même, de l'eau. Enfin, c'est vraiment très puissant. Et c'est pour ça que les coraux sont là, parce qu'en fait, ils sont là posés et les courants leur apportent leurs aliments. Hyper pratique, très bien choisi. Et voilà, donc c'est un projet qui est complexe et mais puissant dans cette implication de beaucoup d'acteurs locaux différents. Je suis d'accord avec toi. C'est impressionnant de voir la volonté de tous ces bénévoles de participer à ce projet régulièrement, parce que c'est vraiment des bénévoles qui sont là quasiment toutes les semaines dans leur temps libre pour participer au projet. Et il y a beaucoup d'écoles qui sont impliquées aussi. L'équipe fait des présentations dans des écoles toutes les 2 semaines. Enfin, vraiment, c'est quelque chose c'est un projet qui est extrêmement dynamique. Et on a, vu que c'est des coraux qui sont très peu connus, on a aussi des collaborations avec des universités, l'université de Séville et l'université de Cadix. Et c'est une collaboration parce que eux ont l'expertise de l'analyse, ils ont aussi des laboratoires, et notre équipe, elle, est sur le terrain au quotidien. Donc, ils peuvent prélever des échantillons facilement. Donc, on étudie parce que par exemple la pollution dont je t'ai parlé, c'est de la pollution visible, donc la grosse pollution lourde qu'on doit retirer. Mais on est en train d'étudier aussi la pollution non visible, donc au travers d'échantillons d'eau ou de sédiments, de voir à quel point il y a la présence de crème solaire justement, ou de microplastiques ou autre. Enfin, ça peut être très varié. Pour aussi voir qu'est-ce qui pourrait affecter les coraux au-delà de ce qu'on voit. Donc l'étape 1 de dépollution, c'est quand même technique aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que on veut pas encore plus endommager l'écosystème qu'il l'est déjà. Donc retirer un filet, c'est vraiment compliqué. Donc Marina doit aussi former les bénévoles à chaque fois pour bien le faire, et pour qu'on puisse ensuite récupérer ces coraux. Et c'est là qu'il y a la deuxième étape. On a ces fameuses étapes. Oui, c'est vraiment un projet par étape. Et donc la deuxième étape, ces coraux qui ont été donc dépollués, on les sort pas du tout de l'eau, on les change même pas de profondeur, et on les met sur des petites stations. On les appelle des nurseries. C'est 2 tables. Il y en a même 3. Tables métalliques où on les attache, un peu comme en Indonésie, mais là c'est vraiment une étape. Ils vont pas rester là. C'est plus pour les soulever du sol pour qu'ils ne soient pas trop colonisés par des algues ou des bactéries, ce qui est naturel, hein, dans la nature. Un corail peut très bien se défendre de ce qui vient le coloniser. Mais là, vu qu'ils sont fragiles, ils ont besoin d'un moment où ils peuvent récupérer une bonne santé sans être trop envahis. Ouais. Donc notre équipe en prend même soin. Donc ils vont sous l'eau avec des petites brosses à dents pour les nettoyer des bactéries qui viennent les coloniser. C'est vraiment la petite séance spa qui peut durer de quelques semaines à voire 6 mois. Hein. Des fois les coraux sont vraiment extrêmement abîmés. Et une fois qu'ils ont récupéré une bonne santé, on va les remettre là où on les a trouvés. Donc c'est vraiment précis. Donc les coraux qui ont été trouvés à 46 mètres seront replacés à 46 mètres. Enfin, c'est vraiment au mètre près. 32 mètres, c'est 32 mètres. Et on les replace en utilisant une résine non toxique auquel ils réagissent pour l'instant très bien, parce qu'on est toujours dans l'amélioration de nos techniques à se remettre en question. Mais en 2 ans, on est à plus de 90% de taux de survie. Donc c'est très positif, et bien sûr on continue à suivre, mais ils ont plutôt... Surtout que les premières années sont les plus difficiles, je suppose. Oui, c'est là où on a le plus de... Oui, c'est les plus difficiles, parce que c'est... Ensuite, on a vu au fil du temps le tissu du corail, donc c'est vraiment comme nous, ils ont un tissu, ils ont une peau qui va venir coloniser cette résine. Donc vraiment, ils s'adaptent à cette
manière de les implanter dans le sol pour qu'ils puissent grandir. Après, les résultats d'un projet comme ça vont être beaucoup plus lents, parce qu'un corail chandelier, comme tu les décrivais avec leur peau orange et leurs tentacules blanches, ça prend quelques millimètres par an pour de croissance. Tandis qu'un corail tropical, donc là où agit notre équipe en Indonésie, on est à à 1 centimètre par mois. Donc c'est vraiment rien à voir. Ouais, mais bon, après, ça semble assez évident. J'imagine que ça doit jouer aussi au niveau de la quantité de lumière, d'énergie à mais bien sûr, disposition. exactement. Donc bien sûr, ils sont à très peu de profondeur. Notre équipe en Indonésie ne sait pas plonger. Ils travaillent tous en snorkeling et en apnée. Donc ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux mondes. Et c'est là aussi, je pense, la force de Coral Garden, c'est qu'on souhaite vraiment accompagner des acteurs très divers culturellement, même en termes d'écosystèmes à restaurer. On est en fait, ça nous apprend aussi, nous, énormément, de pouvoir travailler sur des écosystèmes et travailler avec des équipes aussi différentes. C'est extrêmement riche, et c'est là aussi où, par exemple, on a un conseil scientifique bénévole en France, qui nous aide dans justement les méthodologies à conseiller sur le terrain, ou soit de suivi, soit de bouturage, soit de transplantation. Et aussi, ils sont dans la recherche, mais c'est ce qu'ils nous disent aussi, ils apprécient. Pour eux, c'est riche aussi de pouvoir découvrir des projets aussi différents. Ouais, le contexte est à chaque fois très très différent. Ouais, surtout les coraux tropicaux, c'est très connu, mais les coraux d'eau froide, ce projet est vraiment unique. Il n'y a pas de restauration de coraux d'eau froide ailleurs dans le monde pour l'instant, mais on espère que ça ne saurait tarder. Et alors, attends, on va finir sur ces différentes étapes. Il y a juste pour revenir à l'étape des pollutions, mais pour montrer à quel point ça a été fort, et surtout à quel point c'était pollué. Je sais plus combien de centaines de kilos de déchets ont été remontés aussi sur ce projet. On est quasiment, il me semble qu'on a atteint les 2 tonnes récemment, et pareil, en fait, chaque chiffre paraît peu par rapport à l'autre projet, par exemple en Indonésie, où ça allait très vite, les 60 000 coraux. Là, on est à 700 coraux. En fait, tout est beaucoup plus technique, beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile à faire. Donc, c'est des chiffres qui prennent du temps, mais l'équipe travaille chaque semaine, ils vont dans l'eau. Enfin, c'est vraiment un travail sans relâche. Mais 2 tonnes, faut bien se rendre compte que c'est 2 tonnes remontées quasiment à la main, pièce par pièce, quoi. Oui, c'est ça. Et ensuite trier dans le port. Enfin, il y a toute par la suite, on les pose pas sur la plage après. Heureusement. Donc après, il y a tout le tri pour les catégoriser, et ensuite c'est aussi pas facile de trouver les bonnes structures à valoriser pour valoriser cette pollution, parce que certaines pollutions sont plus faciles à valoriser que d'autres, et toute la logistique derrière. Mais voilà, c'est en cours. Ok, très bien. Et c'est vrai qu'il y a une étape quand même très importante que je n'ai pas mentionnée pour l'Espagne, que j'ai mentionnée que pour l'Indonésie, c'est la protection. Et en fait, ce qui s'est passé en Espagne, c'est que c'est une zone qui est protégée officiellement par la Commission, qui a été protégée officiellement par la Commission européenne en 2006, il me semble. Mais ça s'est fait, en anglais on dit top down. Enfin, ça a été une décision qui a été prise par le gouvernement, mais sans solliciter les acteurs locaux qui dépendent de cette zone pour vivre. Donc, par exemple, les pêcheurs. Donc, en fait, c'est une protection qui n'est pas respectée. Tandis que, si on peut comparer au projet qu'on a en Indonésie, la protection, elle s'est faite en collaboration avec les acteurs locaux concernés, donc les pêcheurs. Et elle a été respectée dès le début, parce que ils voyaient qu'il y avait un intérêt, enfin, au fur et à mesure, les résultats leur étaient présentés. Ils voyaient un vrai intérêt à protéger cette petite zone pour pouvoir pêcher non loin de l'aire marine protégée, avec un retour de biodiversité important pour eux, etc. Tandis qu'en Espagne, en fait, c'est une zone qui a été protégée dans le côté papier, mais vu que les acteurs locaux n'étaient pas d'accord, ils n'ont pas forcément respecté. Il y a toujours une marge entre la loi et comment elle est appliquée. C'est ça. Donc c'est là où c'est intéressant. On a réussi, au travers de plaidoyer et de discussions avec les pêcheurs,
à renforcer la protection de la zone. Donc bien sûr, c'est un travail qui continue parce qu'il faut toujours mieux protéger et toujours continuer les discussions pour pas perdre la communication. Mais c'est quand même une victoire pour nous d'avoir renforcé la protection donc sur les 200 hectares, c'est vraiment une zone énorme qui est protégée. On a réussi à en protéger la partie où on travaille, qui est bien plus petite. Et c'est une victoire pour nous parce que même si, bien sûr, avec les courants, la pollution, donc ça, il faudra qu'on le traite plus tard, voir comment prévenir les accidents de filets de pêche parce qu'ils peuvent arriver même de zones non protégées avec les courants arriver sur place. Mais c'est une victoire aussi pour nous de pouvoir renforcer la protection et de voir que les gouvernements et les acteurs locaux sont ouverts à ça. Ok, excellent. Et est-ce que il te semble qu'on a manqué des étapes ou on les a toutes faites? Donc dépollution, protection, restauration, repeuplement, et il y a l'étape sensibilisation du coup via les centres de plongée. Il y a du tourisme parce que c'est la Costa del Sol dans le sud de l'Espagne. Donc l'idée c'est quand même les plongeurs qui viennent plonger à ces profondeurs qu'ils soient sensibilisés. Donc via les centres de plongée donc les participants, enfin les propriétaires de ces centres de plongée sont bénévoles du projet. Donc via leur participation, ils sont sensibilisés, ils peuvent sensibiliser les touristes qui viennent à eux. Donc il y a un effet boule de neige comme ça qui est intéressant. Et sinon l'équipe voyage beaucoup dans les écoles, à Grenade, Séville, dans les villes aux alentours, pour sensibiliser. Et comment sensibiliser sur un écosystème qui est aussi profond, parce que bien sûr des enfants ne peuvent absolument pas le voir. Donc on a décidé de le faire de manière la plus interactive et réelle possible avec des casques de réalité virtuelle. Et c'est génial de voir des enfants plonger à 40 mètres de profondeur avec un casque. Ils sont juste fascinés, c'est magnifique. Et donc ils voient les coraux, donc ces beaux coraux chandeliers avec leurs tentacules. Maintenant ce qui manque c'est on est en train de filmer le problème. Parce que le problème n'est pas visible non plus, donc filmer des vidéos en 360 aussi qui soient de filets de pêche justement qui sont en train de casser avec les courants, qu'on voit la vidéo du problème et qu'on puisse la montrer aussi aux pêcheurs qui sont pas non plus plongeurs. Donc voilà, ça c'est un programme pour un projet pour cette année. Ok, excellent, bravo. Alors ça c'est tous les comment dirais-je les actions sur place. Oui. Il y a aussi, tu l'as rapidement évoqué, mais on peut peut-être aller un peu plus en profondeur sur les actions que Coral Guardian met en place pour ces projets-là. Alors là, on a parlé de deux projets, celui en Indonésie et celui en Espagne. Comme nous sommes en avril 2024, vous venez aussi de soutenir un troisième projet au Kenya, justement. Mais avant d'éventuellement parler un petit peu de ce projet qui en est au tout début, qu'est-ce que vous apportez dans les grandes lignes à ces projets-là? Oui, bonne question. Donc, Coral Guardian, déjà on part du principe qu'on ne sait pas tout. Il y a des associations, en fait il y a plus de 600 projets de restauration corallienne dans le monde. Ça paraît être une niche, mais il y en a quand même énormément. Et c'est beaucoup de petits projets qui manquent de ressources ou d'expérience à un certain niveau. Donc on part du principe que ces projets ont déjà des connaissances, ont déjà des choses, par exemple leur zone géographique, qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien mieux que nous, mais que nous on peut leur apporter notre expérience, nos erreurs, nos victoires, qu'on puisse les accompagner sur les choix techniques de restauration, les choix scientifiques, en faisant appel à notre conseil scientifique, donc en les aidant à avoir un réseau, parce que c'est pas facile en fait quand on est une petite structure et qu'on débute d'avoir un réseau tout de suite. On n'est pas légitime, on ne reçoit pas de réponse. Donc nous voilà, avec nos 10 ans d'expérience, on a un réseau qu'on souhaite partager à ces associations pour leur permettre de se développer plus facilement. Donc ce qu'on fait, c'est les associations viennent à nous avec un besoin et on leur propose un accompagnement sur 3 ans renouvelable pour les aider à se développer plus rapidement. Donc on les accompagne vraiment au quotidien, c'est un accompagnement sur mesure. Il y a un rendez-vous hebdomadaire,
Des fois, c'est même psychologiquement leur redonner la motivation, les faire gagner du temps aussi en faisant participer nos bénévoles. Et donc on va les accompagner sur des questions techniques, scientifiques. Donc ça peut être le choix des techniques à utiliser, mais aussi comment bien cadrer son suivi, donc comment bien suivre la croissance des coraux, le retour de biodiversité, comment le compter les espèces, compter la quantité, et toujours avec notre modèle de suivi social aussi, de suivre l'impact qu'on a sur la communauté locale, quelle qu'elle soit. Que ce soit une communauté de pêcheurs ou une communauté qui dépend beaucoup du tourisme ou de la restauration. Et aussi sur le plan, donc on les rend visibles. Ça c'est très important quand on essaie de se développer, d'être visible, de pouvoir participer à différents événements. Et on les finance. Donc ça c'est aussi un point très important quand on est une petite structure. Tout à fait. Ça va nous permettre de faire le lien aussi avec celles qui nous écoutent. Mais je te laisse continuer. Et oui, on les finance entre 90 et 100% de leur projet pendant ces 3 ans, en les aidant en parallèle à créer un modèle économique qui leur soit propre, pour qu'ils soient. L'idée, c'est pas du tout nous de s'implanter partout, c'est que eux puissent au bout des 3 ans être autonomes et devenir un projet. C'est notre objectif, c'est qu'il y ait des projets référents qui puissent étendre notre modèle auquel on croit fortement. On pense que c'est un modèle donc à la fois qui touche au social et à l'environnemental, qui est important à suivre pour qu'un projet de restauration corallienne soit efficace et pérenne. Et donc qu'ils soient représentants de ce modèle dans leur région, et puissent gagner en autonomie et se développer et faire revenir la biodiversité. Et justement, ce qui est intéressant, tu as parlé de modèle économique, évidemment chez Circulab, tu sais que ça nous tient à cœur. Ce qui est intéressant, c'est que tu as des éléments très concrets sur cette création de valeur qui n'est pas seulement économique. Oui, exactement. On a vraiment cette approche holistique où le modèle économique doit prendre en compte à la fois tous les éléments sociaux, environnementaux et économiques de la région sur laquelle le projet est implanté. Et c'est d'ailleurs, on avait utilisé le cas pratique de notre projet en Indonésie pour une recherche sur la triple comptabilité avec vous et le centre EIFER, ouais, tout à fait. donc c'est vrai que c'est un sujet qui est vraiment intéressant, important. Est-ce que je peux donner un exemple? Donc par exemple, mais justement ce projet en Indonésie, on est obligé de prendre en compte le contexte touristique, mais le contexte aussi des pêcheries. Donc vraiment ce contexte socio-économique et bien sûr l'aspect environnemental où c'est une zone avec énormément de récifs coralliens. Donc pour nous c'est primordial cet aspect de justement comptabilité tripartite où tu prends en compte tous ces éléments pour pouvoir assurer la viabilité d'un projet. Tout à fait. Et ce qui est vraiment intéressant, enfin, je vois avec EIFER si on peut le mettre dans les liens, mais c'est qu'effectivement, il y avait eu cette utilisation du Circular Canvas pour identifier les différentes, d'un point de vue qualitatif, les différentes créations de valeur sur les différents aspects que t'as fait. Et puis, justement, le centre de recherche, en repartant du Circular Canvas qui était rempli, justement, permettait de mesurer, évaluer chacun des aspects, et c'était assez passionnant. Oui, c'est passionnant. On a évoqué l'aspect financement. Ce financement, évidemment, ne tombe pas du ciel. Comment, justement, ceux et celles qui nous écoutent peuvent aider Coral Guardian? Merci pour cette question. Donc, il y a beaucoup de moyens de nous aider. Donc, Coral Guardian, on dépend de beaucoup de soutien, dont le soutien de Circulab depuis de nombreuses années. Et donc, on dépend de soutien d'entreprises qui vont nous faire un don soit financier, soit nous proposer leurs compétences au travers d'un mécénat ou du don matériel, mais aussi beaucoup de soutien de particuliers, de personnes qui, depuis leur canapé, peuvent adopter un corail sur notre site internet. Donc c'est un programme ludique. Pour nous, c'est même
presque plus un programme de sensibilisation qu'un programme financier, parce que l'idée c'est qu'on peut adopter un corail, lui donner un nom. Bien sûr, nous, nos équipes, selon le projet, on peut sélectionner la zone géographique. Selon le projet, nos équipes s'assurent qu'un corail est réellement transplanté pour participer à la régénération de la zone. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est un programme qu'on peut, c'est une idée cadeau. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut transmettre. Et du coup aussi cette idée de transmettre une action qui est concrète et de sensibiliser à une thématique qui peut paraître loin de nous, avec ce côté personnalisé, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que voilà, on pense pas forcément au corail quand on vit là on est à Paris, on n'y pense pas, mais c'est des écosystèmes qui sont vraiment présents sur toute notre planète et dont on dépend énormément. Donc c'est important via un petit geste comme ça d'adoption de pouvoir participer ou de faire participer quelqu'un qui ne connaîtrait pas le sujet. Tout à fait. Voilà. Et je trouve que adopte un corail, surtout quand ça a été lancé, donc je sais pas si c'était Guillaume ou Martin qui a eu cette idée, mais je trouve que d'un point de vue communication, marketing, c'était génial. Oui, c'est drôle, enfin voilà, il y a ce côté justement ludique, Ouais, donc tout le le monde nom, comprend, c'est quoi. marrant, Bon, ouais. même si tu me dis que parfois certaines personnes sont persuadées qu'elles vont recevoir un corail chez eux, mais non, l'idée Non. c'est bien sur place, sur le Oui. terrain que ça se passe. Et qu'est-ce que j'allais évoquer d'autre? Donc effectivement, n'hésitez pas à adopter des coraux. Moi, j'ai pas mal de nièces, neveux, cousins qui ont eu des coraux depuis quelques Noëls. Mais c'est des cadeaux qui font parler et qui donnent des idées. Ouais, c'est ça. Après, il y a bien sûr, il y a pas que ça qu'on peut faire. On dépend beaucoup d'aide bénévole. Et bien sûr, on a toujours des besoins. On est une toute petite équipe, on est 4 salariés en France. Donc on a D'ailleurs, toujours des on salue besoins. Florina, Oui, Nathalie aussi. Océane et Nida, tout à Et fait. tout notre bureau bénévole, bien sûr. Et on a déjà beaucoup de bénévoles qui nous soutiennent. Et d'ailleurs, je leur remercie. Je les remercie. Mais c'est vrai qu'on a toujours des besoins en plus, donc de graphisme, de création quelconque. Ça peut être des illustrations. On a aussi, voilà, tous nos programmes de sensibilisation ont besoin de beaucoup de créativité, de compétences et aussi tout ce qui est web. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup, tout ce qui est légal aussi. On a beaucoup de bénévoles qui viennent nous aider comme ça ponctuellement et c'est extrêmement valorisé chez nous. Okay. Et ensuite, il y a bien sûr aussi pas que Adopte un corail pour le côté financier, mais aussi les dons mensuels où on propose de faire des dons mensuels. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur le long terme, sur nos budgets et à quel point on peut accompagner les associations sur le terrain avec une meilleure visibilité sur plusieurs années. Donc des dons mensuels à partir de 2 €, enfin vraiment des toutes petites sommes. Ça peut paraître rien du tout, le prix d'un café, mais c'est des sommes qui au final, cumulées, nous aident beaucoup à gérer nos budgets plus facilement. Ok, excellent. Mmh. Et on va bientôt conclure cet entretien, mais si tu devais recroiser Coco à la fin de tes études, juste avant de rentrer chez Coral Guardian, tu sais que tu vas y aller, mais qu'est-ce que tu te dirais quand tu as rejoint Coral Guardian? Donc ça devait être, tu nous as dit 2015, 2016? Non, 2019. Début Ah, 2019. 2019. Ah, Ouais. autant pour moi, je pense que c'était Oui. plus tôt. Qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là? Puisque entre-temps, tu as dû faire pas mal de choses et puis tu es devenue directrice de l'association. Ouais, c'est une bonne question. Je pense, juste avant Coral Gagne, je me dirais reste toi-même. Ça paraît cliché, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans cette association, c'est l'honnêteté et de chacun. Et aussi, je pense que quand on travaille, c'est bien de se challenger, de se retrouver dans des situations qui sont pas forcément faciles pour nous. Je pense que c'est important pour grandir, mais en même temps, de savoir qu'on est légitime à être soi-même, qu'il n'y a pas des cases. Par exemple, quand j'ai pris la direction, c'est vrai qu'au tout début, je me mettais une pression d'être une certaine
personne, en tant que dirigeante. Et en fait, très vite, j'ai appris que si je peux être moi-même tout en faisant mes tâches. C'était bien plus agréable pour tout le monde je pense que c'est bien d'être soi-même et que faut pas forcément rentrer dans les cases que la société attend de nous. Oui, surtout maintenant où pendant tout le XXe siècle, on a attendu les dirigeants d'être hyper directifs, Oui, voilà, je etc. crois que c'est ça. C'est peut-être aussi les films. Enfin voilà, il y a une influence inconsciente qui sort de plein d'endroits différents, mais c'est vrai que être être dirigeant, tu peux être toi-même, tu peux être libre de le concevoir comme ça te semble logique pour toi et pour l'association aussi. Ouais, voilà mon Parfait. conseil à On en moi-même. reparlera avec les filles. Et deuxième et dernière question sur ce sujet. Si tu te retrouvais là, face à tes petits-enfants, donc mettons dans quelques décennies, comment tu leur parlerais de Coral Guardian? Comment tu leur expliquerais cet engagement? Alors, de petits enfants. Sachant que tu n'as peut-être pas d'enfants Non, déjà. même les Donc, petits enfants des autres. donc faut par contre que tu fasses un gros boulot d'imaginer. Oui, oui, c'est ça. Alors, donc, c'est vrai que en ce moment, je m'intéresse particulièrement. Du coup, je me serais obligée d'associer mon conseil à ça. Je m'intéresse beaucoup à l'écran, à tout ce qui est très cette manie qu'on a d'être toujours sur nos écrans, et je l'ai même moi. Mais la génération Z, qu'on l'appelle, qui est vraiment très sollicitée par les écrans. Enfin, les écrans, ça va faire partie, ça fait déjà partie de notre quotidien, on en dépend beaucoup trop. Je pense que mon conseil, c'est d'arriver de passer du temps dans la nature, de se salir les mains, de s'ennuyer, de se balader, enfin vraiment de passer du temps dehors. Je pense que j'apprécie beaucoup que mon enfance ait été ça. Ça a été beaucoup de temps dehors à essayer d'inventer des jeux, à essayer de trouver des moyens de pas s'ennuyer, mais même avoir des moments où on s'ennuie, mais de pas être dans cette recherche de entertainment, comme on dit, cette recherche, voilà, d'excitation permanente. Alors ça, c'est un conseil pour les jeunes, il est tout à fait pertinent. Mais Ah oui, mais comment c'est du coup, oui. tu parlerais de ton engagement pour Coral Guardian à tes petits-enfants finalement, avec 50 ans de recul par rapport à aujourd'hui? Qu'est-ce qui te semblerait important de rappeler? Pourquoi tu as fait tout ça finalement? Hmm. Je dirais que j'ai fait tout ça parce que c'est important de garder espoir, et que c'est ce qui est motivant chez Coral Guardian, c'est on a vraiment la preuve concrète que chacun a un rôle à jouer à sa toute petite échelle, avec sa toute petite, enfin ça peut paraître des problématiques qui sont extrêmement localisées, mais de pouvoir montrer l'exemple. On a plusieurs exemples dans plusieurs régions du monde, et je trouve que ces projets démontrent qu'on est capable de faire les choses bien, de mieux respecter la nature, et ça donne un espoir qui est important pour agir, parce qu'aujourd'hui il faut qu'on agisse, il faut pas qu'on reste assis à ne rien faire, et que ce soit les générations futures aussi. Tout le monde, de chaque génération, aura un rôle à jouer pour préserver la nature, et je pense que c'est pour ça que Coral Garden joue un rôle important aussi, c'est de montrer l'exemple de ces actions à petite échelle, et à quel point elles sont importantes et déterminantes et impactantes, malgré ce côté petite échelle qui peut apparaître moins impactant face aux changements globaux qu'on traverse aujourd'hui. Tout à fait. Excellent, parfait. Ben, un grand merci Coco pour ton temps. Est-ce que tu as des choses à ajouter?
Alors, mais j'aimerais remercier Circulab pour son Merci. soutien, qui n'a pas été seulement donc financier, mais aussi leur soutien. Et c'est toujours prêt à nous aider dans ce qu'on veut développer, à nous soutenir dans nos idées et à nous générer une énergie qui est vraiment rafraîchissante. Donc merci, parce qu'on a besoin. C'est pas toujours facile de travailler dans une petite association. On a besoin de garder notre cap et garder notre énergie. Donc d'avoir des soutiens comme le vôtre, c'est vraiment précieux. Et voilà, petit message pour dire il faut agir. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui. On a tendance à être il y a beaucoup de drames, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un peu, ça peut être démotivant, mais il y a vraiment il y a vraiment des choses à faire et chacun a vraiment n'importe quel petit choix de changement d'habitude ou autre. J'y crois vraiment. Je pense vraiment que ça change des choses. Donc voilà, on va finir là-dessus. L'espoir est dans l'action. Vraiment, ouais. Complètement. Merci pour ce temps, Coco, et bonne chance pour la suite. Merci, Ciao, ciao. merci.